Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias? Martial Bilde sera en dédicace à la librairie Les Deux Cités samedi 22 octobre de 14h à 17h. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TV Liberté. Nous allons, comme d'habitude, avec politique et économie, nous intéresser cette fois-ci à l'outre-Atlantique. Nous allons traverser l'Atlantique, nous allons aller aux États-Unis pour le midterm, et cela en compagnie de Georges Clément. Bonjour. Bonjour Georges Clément. En réalité, je dis à nos téléspectateurs que si nous allons traverser l'Atlantique, nous reviendrons très vite en Europe, parce que nous sommes évidemment directement intéressés à savoir ce que font les États-Unis du côté de la mer Baltique ou du côté de la Crimée et de l'Ukraine. Alors, Georges Clément, ma première question, c'est, nous arrivons, dans 3 semaines, c'est le midterm. Oui. Le midterm, qu'est-ce que cela signifie pour nos téléspectateurs? Quels sont les rapports de force au Sénat et à la Chambre des représentants en matière de parti républicain, parti démocrate? Il n'y a que ça. Il y a que ça. Qui va l'emporter? Oui, il n'y a que ça. On n'a pas le choix. En effet. Alors, qui devrait l'emporter? Est-ce que les rapports de force vont changer? Voilà. Ce sur quoi j'aimerais que vous éclairiez nos téléspectateurs. Bon, d'abord, les midterms. En fait, l'élection midterm, c'est à moitié d'un terme. Moitié du terme ou du mandat du président. En fait, c'est l'élection présidentielle qui rythme. Il y a l'élection présidentielle où il y a aussi d'autres élections. Hein. Oui. Mais après, il y en a une à 2 ans, après l'élection présidentielle, qui ne concerne que le Congrès et dans les États, dans les comtés des gouverneurs, les gouverneurs et même les juges, politiquement, les commissaires, éventuellement. Oui, bien sûr, mais ça, à la limite, oui, vous avez raison. Mais ce qui est politique, je veux dire, ce qui est législatif, ce qui ressort du pouvoir, au mi-terme, il n'y a que les parlementaires, c'est-à-dire le Congrès. Alors, on nous a dit qu'après un passage difficile, au président Biden, les démocrates étaient en train de remonter, nous dit la presse mainstream, enfin de grand chemin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Non. Tous les articles que je lis tous les jours, parce que ça m'intéresse et puis parce que ça me donne un autre élément d'appréciation, ne disent pas du tout ça en ce moment. Point. Alors, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors, autrement dit, les démocrates sont en partie plombés par la faiblesse du président Biden. Il n'y a pas de président Biden. Ah, il n'y a pas de président Biden. Il n'y a jamais eu de président Biden. Vous voulez dire, il y a une marionnette, Muppet? Oui, forcément. Mais je rappelle quand même que Biden a fait partie des candidats démocrates, à la primaire, en effet, en 2020. Qu'il a traîné la patte entre 5% et 7% en effet, oui, à chaque élection d'État, diverses et variées, je ne veux pas faire l'historique de ce qu'est une primaire, parmi les démocrates. Et je précise d'ailleurs, entre parenthèses, que sa vice-présidente avait été sortie de la compétition tellement elle était faible, et n'avait eu que 2% dans son État, la Californie. Bon, je ferme la parenthèse. Il s'est trouvé que les démocrates voyaient bien qu'ils risquaient de perdre, car ils ne trouvaient pas de candidat nominable, excusez-moi pour le barbarisme, qu'ils pouvaient, à la Convention, désigner comme candidat, et théoriquement celui qui avait le plus de voix dans les primaires, parce que c'est la démocratie, paraît-il. Peut-être aussi parce qu'il ne correspondait pas au deep state et aux vrais dirigeants des États-Unis. À l'État profond. Ils ont donc, les démocrates, décidé, au mois de mai, je crois bien,
quelque chose comme ça, d'arrêter les primaires. Ça, historiquement, c'était jamais arrivé. Jamais. Ah oui. D'arrêter les primaires et de désigner à la Convention de façon arbitraire Joe Biden, qui était un minoritaire dans les primaires. Un minoritaire, d'après les chiffres de ces élections. Ils ont arrêté les primaires après le New Hampshire. Et après le New Hampshire, Biden devait sortir de la course parce qu'il était en dernière position, etc. Ils ont donc décidé de ça. Ça a été arbitraire. C'est le DNC, enfin l'appareil de direction du parti qui l'a décidé. Mais ils avaient en tête aussi de voler l'élection. Oui. Je rappelle quand même que le fameux Biden a eu comme réflexion au cours de ses campagnes primaires, justement, et juste après, pendant la campagne contre Trump, la phrase suivante: « Nous avons constitué le plus grand réseau de fraude électorale jamais mis au point dans le monde. » Alors, vous voulez dire qu'il a prononcé cette phrase? Ah oui, on a les vidéos, on peut les retrouver. On a les vidéos. Et comment expliquer une telle impudence? D'abord parce que, je répète, alors Joe Biden, par ailleurs, est quand même pas n'importe qui. Sur le plan politique, c'est rien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, voilà. En tout cas. Mais sur le plan familial, c'est un peu le parrain. Oui. Corleone, hein? D'accord. Bon. On avait compris, oui. Que, bien sûr, il était là en tant que vice-président d'Obama. Oui, bien sûr. Pour permettre des rentrées énormes d'argent dans sa famille. À travers qui? À travers son fils Hunter Biden, qui a défrayé, et défraye toujours la chronique, défrayé la chronique, puisque d'un côté, il avait pris des accords avec la Chine pour participer à une société chinoise, mais à hauteur de 15 millions de dollars, je crois, enfin une somme considérable. Par ailleurs, en Ukraine surtout. On arrive en Ukraine. En Ukraine, Hunter Biden, qui n'avait aucune connaissance, bien sûr, de rien en matière ni énergétique, ni pour les Chinois, de je ne sais quoi, ça n'a aucune importance, ça. Mais le papa était vice-président des États-Unis, donc il pouvait éventuellement aider. Et Hunter Biden s'est trouvé pris au conseil d'administration de Burisma. Oui, en effet. Par un oligarque ukrainien, dont le nom m'échappe maintenant, mais ça n'a aucune importance. Et que, enfin, pour ceux que je veux démontrer, et il était salarié à quand même 80 000 dollars par mois. Bon. Moyennant quoi, après le coup d'État occidental, mais américain d'abord, de 2014 en Ukraine, le Maïdan, il s'est trouvé qu'un procureur, c'était sous Porochenko, le premier président, je vais dire, putschiste. Oui, parce qu'on nous donne des leçons de putsch, que c'est pas bien, c'est fait long, mais là, ils en ont fait un et c'était formidable. C'était bon. Eh bien, le premier président putschiste s'appelait Porochenko, qui était non pas piqué des hannetons non plus, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Et sous son mandat, un procureur honnête. Oui. Ça existe. Et même en Ukraine. Même en Ukraine. Ce qui est quand même pas une affaire simple. S'est mis en tête d'enquêter sur Burisma et sur la fraude, non, la corruption des dirigeants de... Que s'est-il passé? Monsieur Joe Biden était en voyage en Ukraine. Il avait même été nommé par Obama l'homme, le tsar appelle-t-il aux États-Unis, mais enfin, comme il était vice-président, et c'est lui qui était en charge de l'Ukraine, officiellement. Il était en voyage, il s'en est vanté sur une estrade de... C'est soit du CFR, Council of Foreign Relations, soit un des trois autres. C'est pas Bilderberg, ça j'en suis sûr, mais à mon avis c'est le CFR. Peu importe, on s'en fiche. Une de ces organismes internationaux. Et il était sur l'estrade et il a dit
Je suis arrivé ici avec un crédit d'1 milliard de dollars. En effet. Ce crédit d'1 milliard de dollars, j'ai dit à ce son of a bitch, alors, de Poroshenko, bien sûr, parce que bon, voilà. Oui, est-il besoin de traduire son of a bitch? Non, j'espère que non, hein, parce que ça serait... bon. Je prends l'avion dans 6 heures. Il faut que... Si, dans 6 heures, il n'a pas viré, fired, ce qui est très dur en anglais ou en américain, ce type... Son of a bitch. Oui, non, mais c'est... Ce type, il y en a deux, oui, son of a bitch. Je repars avec le milliard de dollars. Voilà. Alors là, c'est fabuleux, parce que ça veut dire... L'autre, le procureur, doit arrêter l'enquête sur mon fils. Ouais, c'est ça. Évidemment. Mais en plus, je dispose des fonds publics américains. C'est-à-dire que ce qu'on aura reproché plus tard, sans effet, à Trump, d'avoir pay for comment on appelle ça, for play, c'est-à-dire tu payes pour que je joue, hein, que je t'aide. On lui a reproché ça alors, dans le deuxième impeachment, celui sur l'Ukraine. Eh bien là, c'est public et ça ne pose aucun problème. Donc voilà Joe Biden, entre autres. Bon, alors, donc cet homme-là était sénile en plus. Ça, c'est pas de sa faute. Une démence sénile. Il est un peu plus âgé que moi, mais enfin, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver. Non, il est un peu plus, quelques années, 1 ou 2 ans, 3 ans. Et alors, bien sûr, il était inapte au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il avait à faire des électeurs, puisque le vote était organisé. Bon. Et d'ailleurs, pendant toute la campagne de 2020, les commentateurs en dehors, sur les différents sites que je pouvais relire, disaient « Mais comment se fait-il qu'il passe son temps en tant que candidat dans le basement, c'est-à-dire dans sa cave, parce qu'il y avait le Covid, hein, je vous rappelle, bon, le cinéma, sans faire de meeting, sans être bon en matière de télévision quand il était interrogé, ce qui était rare. Et qui lisait la totalité de sa phrase, y oui, compris le prompteur, oui, bien sûr, et les instructions qui y étaient. Oui, les virgules, etc. Et comment se fait-il que les démocrates ne s'inquiètent pas? Ben pour cause. Ben oui, bien sûr. Et pour cause. Donc, voilà Joe Biden. Donc, qu'on ne me parle pas d'un président. Alors, je dirais même que c'est le bouc émissaire. C'est le veau sacrifié. Oui, c'est ça. C'est l'outil, l'instrument. Bon. Alors, cela étant... je peux vous dire qui est derrière, que tout le monde sait aux États-Unis, c'est Obama, physiquement. Alors, Obama et le fameux Deep State. Vous avez parlé. Deep State, l'État profond. Où l'État profond, donc, Obama en fait partie, non, officiellement. Il en est l'agent. Il en est l'agent, lui aussi, oui. Bon. Mais alors, donc... cette situation pourrie handicape les démocrates quand même. Alors. Bien sûr, mais il y a plus que ça. Dans la perspective du midterm. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est Biden. Oui. C'est l'handicap Biden lui-même. Oui. Mais il y a eu quand même tous les événements épouvantables depuis 2020. Les émeutes à la suite de la mort de George Floyd. Oui. Les émeutes qui ont brûlé pour des milliards d'immeubles entiers, à Minneapolis, ailleurs, dans l'Oregon, qui était presque une terre de guerre, enfin, mais ailleurs aussi. Des morts nombreux à la suite de ces émeutes. Il y a eu ensuite pas la mise en place, parce qu'elle n'est pas nouvelle en réalité, le politiquement correct, c'était le début du woke. Oui, le woke. Et le Black Lives Matter. Oui, mais Black Lives Matter, c'est l'outil des émeutes dont je parle, n'est-ce pas? Plus les antifas, hein, qui sont toujours à la manœuvre. Mais ensuite, il y a eu le déferlement de cette cancel culture, donc destruction de la culture, et du woke, c'est-à-dire rester réveillé, les entreprises doivent en faire partie, etc. Et ça a amené des folies d'un tel niveau, comme par exemple d'obliger l'ensemble de cadres chez Coca-Cola, mais pas seulement, dans des tas d'autres grandes entreprises de ce niveau-là, de faire des séminaires pour se déconstruire comme blancs.
Attention, on est devant la folie la plus totale. Ça joue un rôle terrible dans l'état d'esprit des Américains, même non républicains, si vous voulez. Parce que c'est leur vie qui est en jeu. Donc, je crois qu'on ne se rend pas compte du niveau de guerre civile qui existe aux États-Unis. Et vous pensez donc que le wokisme provoque un sentiment de rejet dans l'opinion, bien d'inquiétude, et favorise donc plutôt les républicains. Bien sûr, mais il faut rajouter à ça, comme chez nous, la transition écologique, qui a des conséquences pour les fermiers, qui a des conséquences. C'est une folie utopique, mais catastrophique. L'emblème de la transition écologique folle, mais aussi du wokisme, etc., c'est la Californie. Oui, qui avait commencé depuis longtemps. Oh, mais oui, bien sûr. C'est un déferlement maintenant. Elle vient d'essayer d'obliger l'ensemble des États à raccourcir le délai d'interdiction des véhicules à moteur fossile. Moteur thermique, vous voulez thermique, dire. Oui. Je voulais dire à énergie fossile. Voilà. Et qui sont réticents, les autres États. Et alors, en plus, il y a une guerre entre les États, parce que ceux qui sont pétroliers, enfin, producteurs pétroliers... la Californie l'est, d'ailleurs. Non, mais elle ne veut pas l'être. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, mais ça, c'est le vrai écolo, c'est la vraie folie absolue. Mais là, il y a eu la Louisiane qui vient d'interdire l'accès à son territoire à une entreprise dont le nom m'échappe, c'est BlackRock. BlackRock, pourtant... Attendez, parce que BlackRock, qui gère, qui investit dans des tas de domaines, les fonds de pension dont il est le gestionnaire, entre autres, investit dans des entreprises de transition écologique, c'est-à-dire opposées à l'utilisation du pétrole et de ses sous-produits, et donc dangereux pour l'État dans sa structure économique. Et la Louisiane, officiellement, comme État, vient de prendre de rejet. Deuxièmement, le Texas fait la même chose, et on comprend bien pourquoi. Si on enlève le pétrole au Texas, je ne dis pas qu'il lui reste rien, ce n'est pas vrai. C'est un grand État, il y a d'autres, mais on lui enlève ça, c'est important. Donc, on est devant un élément qui est idéologiquement, et sentimentalement, et spirituellement, car dans le wokisme, il y a des choses qui touchent à des domaines qui, pour un Américain, sont essentiels. Les philosophiques, sur les racines même de la... On ne peut pas rentrer là-dedans, parce que sinon il nous faut 2 heures d'émission pour là-dessus. C'est terrible. Mais donc, c'est une lutte à mort entre deux sociétés. La société normale, je vais l'appeler normale, celle qui se marie, fait des enfants, travaille dur, comme il le dit, hard working. C'est tout, quoi. Et qui va à son travail, qui est content de prendre quelques vacances et encore. Bon, c'est la société normale. Et l'autre, des zombies ou des cyborgs, comme a appelé Greta Thunberg, Michel Onfray un jour, il a dit c'est une cyborg. Je crois qu'il avait peut-être raison, on ne sait pas, on verra à l'autopsie ce qu'il en restera. Mais ce sont des êtres hors sol. Complètement. Et donc là, il y a un combat violent, et beaucoup d'Américains se sont rendus compte d'abord qu'ils n'étaient pas gouvernés. Deuxièmement, mais vous vous rendez compte que ce qui se passe dans le wokisme dans l'armée américaine? Oui, en mais effet, c'est épouvantable. Alors, si on jumelle le wokisme, c'est-à-dire le fait de ne pas discuter du transgenre, entre autres. Ça, c'est encore un autre problème. Vous voyez, le nombre de problèmes de rupture terribles, anthropologiques, c'est pas des ruptures politiques. C'est anthropologique. L'armée américaine a perdu 40 000 hommes dans l'armée de l'air. Alors, à quel titre ? À la fois parce qu'ils refusaient les séminaires ou un certain nombre d'engagements, parce qu'on leur fait signer un serment, mais aussi parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. Car les deux vont ensemble. Bien sûr. Ce qui rend clair, d'ailleurs, tout ce qu'on sait. On ne va pas aller là-dessus, parce que c'est encore un autre monde. Mais, 40 000. 40 000 hommes, c'est colossal. Et dans les autres corps de la marine et l'armée de terre, on est dans le même problème. Ils ne recrutent pas, ils ont du mal à recruter. Les gens ne veulent pas rentrer là-dedans. Alors, autrement dit... c'est une situation grave pour les États-Unis. Très, 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 très grave. Alors, si je suis le tableau que vous venez de nous faire, ça veut dire que les Républicains devraient quand même
l'emporter au moins à la Chambre des représentants. Alors, oui. Bon, alors attendez, je vais vous donner des chiffres. Quelques chiffres. Comme ça, d'appréciation. On sait que 67 ou 65 ou 67% des nominés républicains sont des gens du mouvement MAGA de Trump. Make America Great Again. Bon, il n'a plus il a plus le même slogan en ce moment. Il a le slogan Save America. Save, oui. Oui, bon. Donc, ça sera déjà bien, si j'ose dire. Mais 67% des candidats, donc nominés, ça veut dire qui ont passé des primaires et qui ont été nommés. Donc, c'est beaucoup. Des candidats, Sénat comme Chambre des représentants. Oui. Alors, à la Chambre des représentants, ils ont très peu de retard, les Républicains. Ils ont, je crois que c'est 17 sièges ou un truc comme ça. Oui. Bon. Alors, on pense qu'ils doivent il leur faut 30 sièges de plus que les démocrates pour rattraper leur retard et avoir un avance. Et donc, la Chambre des représentants devrait passer républicaine. Normalement, oui. Bon. Mais le Sénat. Le Sénat, j'ai pas tous les chiffres parce que d'abord il n'y a que 50 sénateurs républicains et 50 sénateurs démocrates. Donc déjà il faut savoir que il y en a déjà qui sont des rhinos. Oui. Et ce que je ne sais pas, c'est s'ils se représentent là ou pas déjà. Donc Republican in name only. Voilà. Républicain. Seulement par le nom. De nom seulement. Voilà, de nom seulement. Alors, donc, ces rhinos, ils sont nombreux, ils sont 6 à peu près actuellement. Ils en avaient plus. Hein, oui, ça a tendance à diminuer quand même. Oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas représentés, parce qu'ils ont abandonné, parce qu'ils savent bien qu'ils ne vont pas être rechoisis par les électeurs. Puis il y a des candidats Trump direct, si je puis dire. Il y a un peu, oui, maintenant, oui. De plus en plus. Mais là, tous ceux dont j'ai parlé, 67%, sont... des Trumpistes. Oui, ils sont soutenus par Trump officiellement. Ils ont les stampistes officiels. D'accord. Mais est-ce que ça ne gêne pas un peu le Parti républicain, ça Ah, ben oui, vous savez, dans le Parti républicain, il faut quand même savoir que Dick Cheney était au Parti républicain. Et que lui était néocon, on ne va pas refaire l'histoire. Il y en a toujours, ils sont toujours aux commandes. Hein. Mais on voit sa fille, Liz Cheney, le scandale qu'elle a commis en devenant presque la maîtresse, au sens... c'est pas la présidente, puisque c'est Pelosi, mais la patronne de l'enquête totalement inconstitutionnelle sur les événements du 6 janvier 2021. La prise d'assaut du Capitole. Oui. Alors, sur la prise d'assaut du Capitole, où il n'y a pas eu de dégâts du Capitole, il n'y a pas eu de flammes, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de tapis à arranger. Donc, il n'y a pas eu de vandalisme. Il faut quand même revenir. La prise d'assaut, dont on voit maintenant dans les enquêtes que la police a ouvert les portes, et ça, je l'avais vu, qu'elle a accompagné à l'intérieur les premiers qui rentraient en leur disant de rester entre les barrières à cordon, ce qu'ils ont fait. Donc, on voit bien de plus en plus que c'est un coup monté avec des informateurs FBI dans la foule, portant des trucs MAGA pour accompagner... Enfin, passons. Mais il n'y a eu aucun dégât. Mais il y a eu des morts. Ah oui, mais tous les morts sont du côté des manifestants. Oui, à tous. Donc, dont cette femme qui était capitaine de la... Ashley, c'est sûr, Babbitt, voilà. Qui a été tuée. J'ai toutes les vidéos, je les ai regardées 10 fois, 20 fois, 200 fois. Et croyez-moi que le type savait viser. Parce que elle était dans une foule qui bougeait. Il y avait même des policiers en armes et tenues qui étaient avec les manifestants, c'est dire. Donc vous voulez dire que le flic avait pour instruction de viser en personne cette femme. Écoutez, en tant qu'officier de l'armée. Je suis tireur sportif. Oui, j'utilise, alors je ne sais pas quelle arme il a utilisé, c'est un pistolet, mais enfin quand on le voit comme ça en nombre, mais je tire au 45 sur des cibles à 25 mètres. Dans une foule. Et sans foule. Oui. Bon, alors dans une foule, arriver à tuer du premier coup, dans le cou, la nuque, une femme, mais dans un monde qui bouge et d'où d'autres têtes passent devant, etc. Il faut être sûr de sa cible. Question, est-ce qu'elle était en uniforme? Non, elle était en civil. Oui, en civil.
Alors, nous allons faire... Bon, enfin, ça c'est un détail. Ce que je voudrais qu'on sache, c'est qu'il y a 600 prisonniers politiques en prison. À la suite de la manifestation. Oui. Avec des rapts chez eux par le FBI au petit matin, pendant un an, qui sont dans les prisons de Washington, D.C., c'est-à-dire la partie fédérale, oui, oui, et qui n'ont pas été jugés depuis 1 an et demi. Alors, je vais faire un rapprochement qui n'en est pas un, mais quand même. Est-ce que vous connaissez le chiffre des gens qui sont en prison suite aux manifestations des Gilets jaunes? Oui, il y en avait eu beaucoup autant. Oui. Oui, mais ils sont sortis. Ils ont été jugés, par contre. Ah, ils ne sont pas tous. Pas tous sortis, justement. Non, mais ils ont été jugés. Ah, pas tous non plus, hein. Pas tous. Ah bon, ça, je ne savais pas. Donc, il y a encore on est devant une situation... démocratique. Non, on est dans une situation totalitaire. Puis c'est bien ce que je voulais vous faire dire. Et d'ailleurs, ce qui vient de se passer avec Trump à Mar-a-Lago, alors, si la perquisition... On va faire une pause et on va repartir sur Trump parce que, je rappelle à nos téléspectateurs que Georges Clément est aussi le président du comité Trump France. Et à ce titre, vous avez une connaissance du personnage et nous allons essayer de voir si, justement, il a des chances de retour aussi. Ah, ça, c'est 24. Oui, c'est dans 2 ans. C'est beaucoup 2 ans dans nos temps. Surtout dans le contexte actuel. Oui. Et puis alors, nous allons aller faire un tour du côté de la Baltique, de Nord Stream, bien sûr. et du pont de Kerch aussi, éventuellement. Donc, beaucoup de grains à moudre encore avec Georges Clément, président du comité Trump France. Exact. Alors, nous étions outre-Atlantique, nous allons y rester, bien sûr, en compagnie de Georges Clément. Et Georges Clément, vous nous disiez que les Républicains avaient des chances d'emporter la Chambre des représentants. Pour le Sénat, c'est moins vrai. Mais vous nous parliez de Trump. Oui. Trump qui revient au premier plan. Il faudrait quand même signaler que sous son mandat, il n'y a pas eu de guerre. Ah oui, bien sûr, mais ça, c'était sa politique, c'était celle-là. Voilà, et il ne s'est pas privé de le rappeler dans les circonstances actuelles. Oui, bien sûr, il a raison. Et je pense que c'est un argument quand même pour les citoyens américains, quoique il faut reconnaître que la politique étrangère intéresse assez peu les Américains. Alors, qu'en pensez-vous? Non, d'après ce que je lis dans les forums, par exemple, etc., je ne dirais pas ça. La politique étrangère les intéresse, mais en ce moment, elle les intéresse beaucoup. Oui. Voilà. On a des chiffres, récemment, il y a quelques jours, qui valent ce qui valent toujours les chiffres et les sondages, mais on a des chiffres qui montrent que plus de la moitié de l'électorat, c'est pas le mot, de l'opinion américaine, refuse d'aller jusqu'à des risques de guerre nucléaire. Ce qui veut dire qu'il y a un butoir d'opinion, et ceci à quelques jours des midterms d'ailleurs, entre parenthèses, dans l'opinion, mais largement, c'est-à-dire démocrates compris, en partie, sur ce sujet-là. Donc ça vous donne une idée de l'ambiance. Oui, mais les Américains se battent dans cette guerre en faisant tuer les Ukrainiens. Mais, c'est l'aspect moral, ça. Oui. Mais ils ne considèrent pas que... Enfin, dans leur réponse, ne considèrent pas qu'on ait le droit, les États-Unis, aient le droit d'aller au-delà et de faire la guerre eux-mêmes, et surtout de rentrer dans un processus nucléaire. Bon. Alors, donc, parce que le risque est là. Le pire, c'est que le risque a été soulevé par Joe Biden. Voilà, mais dites-vous bien que Joe Biden étant celui que j'ai décrit tout à l'heure, on lui a dicté la phrase. D'accord. Et d'ailleurs, ça a été approuvé par 2 ou 3 autres membres, soit du secrétariat d'État, du département d'État, oui, soit de la Maison-Blanche. Et le dénommé Blinken, qui est le... Blinken, oui. Mais lui, il a parlé surtout après les attentats, il faut les appeler par leur nom, dans la Baltique, de Nord Stream 1 et 2, enfin Nord Stream 1 et 2. Alors justement, à ce sujet quand même, le 7 février 2022, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Joe Biden dit froidement que les États-Unis ne se priveraient pas d'arrêter Nord Stream. Oui, bien sûr. Oui. Bon. Or, personne n'en doute. à cette conférence de presse, même aux États-Unis, personne n'en doute. Oui, mais il y avait Olaf Scholz. Oui. Et M. Olaf Scholz n'a pas bougé. Non.
M. Olaf Scholz ne bouge peut-être pas beaucoup souvent. Oui, mais le problème, c'est que... un menhir. Oui, et encore, oui. un menhir, ça donne déjà... c'est une butte. Oui. Une borne. Excusez-moi, on a la même chose à la maison. Oui, vous allez me dire. oui, exactement, la même chose à la maison. Sauf que là, c'est la souveraineté de l'Allemagne qui est en cause et sa prospérité économique. Ouais, donc il accepte... Je vous rappelle qu'il s'agit d'un gouvernement SPD vert. Oui, c'est vrai. Quand même. Ouais. Et les Verts allemands, il n'y a qu'à avoir écouté leur ministre des Affaires étrangères, lorsqu'elle s'est exclamée il y a à peine 2 semaines. Oui, en effet, nous l'avons cité dans cette émission. Bon, ben voilà, ce que les électeurs pensent ne m'intéresse pas. Je me fous de ce que pensent les électeurs, voilà. Elle l'a dit plus élégamment, mais, voilà. Moi, donc, tout pour l'Ukraine. Je crois que tout le monde continue à penser que nous avons des hommes politiques, ou femmes, enfin quand je dis hommes, moi c'est général, qui sont du personnel européens, politique. Oui bien sûr, mais enfin français, européens, oui européens, qui sont des gens de gouvernement, c'est-à-dire dont la mission est de gouverner une souveraineté. Oui, théoriquement c'est ça la politique. Hein. Voilà, normalement. Donc il faut qu'il y ait un corps politique pour ça, et pour que ce corps politique devienne souverain, ou se sente souverain, ou se veuille souverain. Et là, en effet, le rôle du gouvernant, qui est le primus inter pares, s'il est seul, mais quand même inter pares, est là pour appliquer et défendre cette souveraineté. Or, on a des hommes politiques et femmes politiques qui n'ont plus aucun sens de la souveraineté, ni de la, ni de la nation. Bien sûr. Bon. Pensez donc. Je crois que moi je raisonne en termes de... On est devant des mutants. Pour certains des corrompus, certes, mais pour d'autres des mutants, des vrais mutants, les Verts. Oui. Et ils sont aux commandes en Angleterre, en Allemagne. Ils sont partout d'ailleurs, mais en Allemagne. Et ils sont minoritaires et ils parlent très fort et on les écoute. Donc ces Verts sont des idéologues, des totalitaires, sans aucune hésitation, des totalitaires, et pour eux, en effet, l'État et la nation encore moins, n'ont aucune importance. Alors, et ils ne sont pas tout à fait loin de choisir la politique du chaos. Oui, mais effet. Sciemment. Oui, bien sûr. Pour ce qu'ils espèrent d'un monde meilleur après. Et là, ils rejoignent évidemment ceux des lendemains qui chantent. Oui, bien sûr, on s'est bien connu, bien sûr. Et on sait comment ça a chanté pendant 70 ans. Oui, en URSS, oui, tout à fait. Alors, pour revenir à l'Amérique, il y a aussi une chose qui, à mon avis, affaiblit sans doute les démocrates, c'est leur politique vis-à-vis de l'immigration. Oui, bien sûr, oui. Depuis... Mais elle est cohérente, elle. Oui. Je m'explique. Alors, expliquez-vous, justement. Voilà, je m'explique. Ce qui n'est pas le cas de tous les républicains, dans ce sens-là. Parce qu'eux sont pour une dissolution des États-Unis dans le monde. Faut pas oublier que les démocrates sont maintenant la chambre active de Davos aux États-Unis. Voilà. Bon. Alors, si on part de cette réalité, qui en est une, d'abord, ils participent à Davos aux réunions, ils se connaissent, c'est une évidence. À partir de ce moment-là, la dissolution des États-Unis dans, j'allais dire, dans les limbes ou la lymphe du monde, fait partie de leur programme. Donc, la frontière ne les intéresse plus. Oui, bien donc, l'arrivée de n'importe quel migrant, d'ailleurs, n'a aucune importance, puisque le but est d'arriver à un magma mondial dans lequel on va pouvoir gouverner. Donc ils sont cohérents. Oui. J'ai pas dit qu'ils ont raison. Non, bien sûr. Ils sont cohérents. Le problème est du côté des républicains, les fameux rhinos dont nous parlions, et d'autres, qui, tout en s'étant installés ou ayant signé pour faire partie des Républicains, donc aujourd'hui de la droite, ce qui n'était pas vrai au moment de la guerre de sécession, je vous rappelle. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a même eu presque un renversement. Un renversement. Une tête à queue. Très curieux. Certains sont démocrates. D'ailleurs, je parlais de Liz Cheney. Oui. Elle a dit qu'elle
qu'elle hésitait à devenir démocrate. Oui. Et il y en a eu d'autres avant. Il y a eu un certain sénateur Reid qui a passé la frontière. Donc, les républicains sont handicapés par cette frange-là de leur propre structure politique utilisable. Parce que s'ils sont élus, d'où le combat de Trump pour avoir des candidats qui soient soutenus par lui et adhèrent aux valeurs qui sont les siennes, parce que sinon, les républicains du Sénat, par exemple, mais c'est vrai aussi de la Chambre des représentants, ne seraient pas une garantie de sauvetage des États-Unis. Alors, sur le problème de l'immigration, il y a 2 gouverneurs américains, peut-être 3 même. Il y a Greg Abbott, c'est les deux qui ce sont les 2 qui sont à la frontière, il faut le dire. Exactement. Et c'est le gouverneur de Floride aussi. Oui, de Floride, oui. Qui s'appelle Ron DeSantis. DeSantis, voilà. Et alors, ils ont fait une expérience quand même tout à fait étonnante, c'est qu'il y avait des immigrés clandestins d'origine vénézuélienne essentiellement. Ils ont pris des bus et des avions et ils les ont envoyés à Martha's Vineyard. Là, ils les ont envoyés à Chicago. Chez le maire qui s'appelle Lightfoot. C'est une femme. Et ils les ont envoyés à New York. Et alors, ils les ont envoyés dans les lieux où la jet dans les set, sanctuary cities, comme ils s'appellent. Oui, en effet, voilà. Comme ils s'appellent eux-mêmes. C'est généralement gouverné par des Afro-Américains, des maires Afro-Américains. Dans le cas actuel, alors c'est vrai maintenant, c'était pas vrai quand ils se sont appelés comme ça. Oui, parce que pour Chicago, enfin pour le Michigan, non pas pour le gouverneur, c'est pas un Afro-Américain, mais par contre, oui, le maire de Chicago en est une. Et le maire de New York maintenant aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si, je ne sais pas, M. Darmanin affrétait des cars pour prendre les squatteurs du 19e ou certaines populations de Seine-Saint-Denis et les envoyer dans le Luberon, par exemple. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Ah oui, mais attention, dans le Luberon, visé spécialement... Oui, mais vous savez, la Bretagne, c'est vrai. Oui, mais pour la population bobo. Vous voyez ce que je veux dire, parce que l'île qui est au large de Boston, là, c'est une île de jet set. Enfin, c'est de milliardaires. De milliardaires, oui, il n'y a que... Oui, c'est des jet sets, si vous voulez, mais des milliardaires. Et c'est là qu'Obama a fêté son dernier anniversaire. Voilà. Alors, en grande pompe. Donc, il a reçu tout le monde. Cette population qui sont prêts à accueillir. Non, mais là, Martha... Vineyard, c'est un peu anecdotique. Il a fait parce que c'est symbolique. C'est symbolique. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à Chicago et à New York, ils les ont renvoyés de la ville pour les mettre ailleurs. Or là, on n'est pas tout à fait dans le même type de sociologie, au contraire. Non, bien sûr. Alors, maintenant, l'Ukraine. L'Ukraine, l'Amérique est à la manœuvre via l'OTAN. Le régime Biden est à la manœuvre. D'accord. Voilà. C'est comme ça que le régime les Biden, patriotes américains appellent ce régime, car ce n'est plus le président des États-Unis. Il n'est pas reconnu par beaucoup. Voilà. Et même, je rappelle, le FBI a décidé que ceux qui ne reconnaissent pas l'élection de 2020... ne reconnaissent pas en termes d'opinion, bien sûr, sont des terroristes. Ah oui. Ah oui. Non, mais je crois que les gens ne mesurent pas ce qui se passe aux États-Unis. Alors, vous utilisez un mot qui a été fortement utilisé à l'endroit de Poutine, État terroriste. Bien sûr, oui. Mais que je sache, lorsque l'Amérique bombarde pendant 3 semaines Prague, Belgrade, excusez-moi. Ah oui, Belgrade, en 99. Sous l'égide de l'OTAN, bien sûr, et sous l'égide de l'ONU, à l'époque. Et lorsque l'Amérique soutient, par exemple, Daesh contre le président Assad, qui est le président de la Syrie, l'Amérique est du côté des terroristes, là. Mais tous les pays du monde sont comme ça. Mais voilà. C'est une honte actuellement d'attaquer ad nominem un chef d'État avec lequel on peut être en guerre. Oui, à qui on peut faire des reproches aussi, évidemment. Bien sûr. Non, mais attendez, qu'on fasse des reproches de gouvernement intérieur, ça, c'est insupportable pour un souverainiste.
que je suis. On l'avait compris. Oui, mais non, mais il faut le savoir, parce qu'il y a des fois des commentateurs... Oui, il y a des commentateurs de nos émissions qui s'expriment, disant « il n'est pas neutre ». Non, je le dis tout de suite. Et puis je m'adressais aux téléspectateurs. Je ne suis pas neutre. Par contre, je prends des éléments objectifs pour voir où sont ceux qui mentent et ceux qui ne mentent pas. C'est tout. Mais je souhaite la victoire d'un des deux camps. C'est évident. Alors, là, dans cette guerre ukrainienne, est-ce qu'il n'est pas important, parce qu'on fait la guerre pour obtenir la paix, hein, est-ce qu'il n'est pas important de chercher, de laisser une porte de sortie à l'une ou l'autre des parties? Normalement, quand on chasse les fauves et qu'on essaye de ne pas les acculer parce qu'ils sont dangereux et ils réattaquent directement. C'est le spectacle des bombardements auquel on assiste. Non, je pense que là, c'est réfléchi parce qu'il y a longtemps... Que le plan était établi. Que l'opinion russe le demandait à Vladimir Poutine. Cependant, pour l'instant, on ne voit pas de... compte, mais heureusement qu'il y a Vladimir Poutine. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, parce que vous voulez dire qu'une opposition... Un renversement espéré par beaucoup est absolument improbable. Ça mettrait surtout pas. Ça mettrait plus de. Ça mettrait surtout pas des libéraux, puisque c'est comme ça qu'ils le voient, n'est-ce pas? Oui. Qui sont ultra minoritaires dans la mentalité de la population. En ce moment, nous sommes dans des affrontements, non pas politiques au sens géopolitique ancien, mais dans des affrontements de mentalité, dans des affrontements civilisationnels, dans des affrontemements où les uns refusent de vivre comme les autres, veulent le leur imposer. Le problème est beaucoup plus grave de ce point de vue-là, parce que c'est ontologique. Bien sûr, mais ontologique au niveau des citoyens, au niveau des hommes de la rue. Oui. Donc, il est évident que tout le monde sait qu'en Russie, on ne veut pas de la Gay Pride. On fait la guerre pour ça en ce moment. Hein. L'Occident fait la guerre pour ça. Elle ne fait ni la guerre pour un territoire à conquérir, ce qui serait honorable, ça a toujours été, si c'était valide, etc. Au moins, ça a un aspect différent. Mais non, on fait la guerre pour permettre à ce qui est la pire des décadences et des dégénérescences humaines, actuellement en cours dans nos pays, et l'imposer aux autres. Oui. Et les autres disent non, on ne veut pas. Voilà, hein, c'est simple. Aussi donc, simple. C'est une guerre de civilisation. Oui, absolument. Mais le problème... Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'alliance entre Poutine et les patriotes américaines. Voilà. Mais dans les forums, c'est une évidence. Ça, c'est très visible, oui. Mais il y a quand même un paradoxe, quand même. C'est ce que Graham Allison appelle le piège de Thucydide. C'est que l'ennemi potentiel de l'Amérique, c'est la Chine. Oui, c'était pas la Russie. Voilà. Bien sûr. Et alors, dans ces conditions, on ne comprend pas pourquoi l'État profond américain cherche absolument la défaite de la Russie. On doute évidemment que les armées ukrainiennes arrivent à Moscou. Il y en a qui rêvent de cela, mais c'est absurde. De même qu'on voit mal la Russie rendre le Donbass. Mais on ne comprend pas pourquoi cet État profond qui entretient, disons, la crainte de la Chine, veut absolument la ruine de la Russie. C'est une affaire qui est totalement irrationnelle. Je rappelle quand même que Poutine, à la suite du 11 septembre, s'était rendu aux États-Unis très vite, avait offert toutes les aides de services de renseignement et même autres de la Russie aux États-Unis, est allé voir Bush, on a des photos des deux, et que Bush, fils, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Bush fils, mais sous la pression d'un Dick Cheney et des autres. Oui, c'est bien une sûr. évidence. Les néocons tout à l'heure, oui. L'a repoussé. Il s'est retrouvé donc rejeté dans ce domaine, mais en même temps, il a aidé plus ou moins à l'installation en Afghanistan des troupes de l'OTAN. Puisqu'elles ont eu besoin de se poser en Ouzbékistan, autour, et que c'était quand même un contrôle que les Russes avaient au moins sur un certain nombre de choses. Ils ont donné leur accord, ils ont arrangé, etc. C'est une période où on a poussé la Russie, qui n'avait plus d'autre choix stratégique, dans les bras de la Chine. Et ça, c'est une folie due
à la haine. Il y a des raisons qui m'échappent, mais qui font qu'on est dans l'irrationnel dans certains cercles. Je prends Lindsey Graham, par exemple, Oui. qui est un malade mental en matière de russophobie. Oui, oui, Parce que, mais quel est son problème? Même Brzezinski, qui avait écrit Le Grand Échiquier, et sur lequel s'appuyait la politique américaine, en tout cas étrangère. Mais Brzezinski, juste avant sa mort, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, un an, peut-être 2, je ne me rappelle plus, le temps passe si vite, mais il a écrit un grand article que j'ai lu en disant il faut revoir la question et il faut travailler avec la Russie et la Chine et discuter avec eux, etc. Donc Brzezinski a bien vu, et Kissinger a dit la même chose absolument, il y a très peu. Il y a 6 mois maintenant. Donc, absolument, a très bien vu que le monde avait changé, qu'on n'était plus dans la confrontation idéologique. Alors, pour la Chine, c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Mais non, la Chine pose un vrai problème, mais pas la Russie. Et c'est là qu'on n'a pas compris comment. Il y a des gens aux États-Unis, là, qui n'ont pas compris qu'en rejetant Poutine dans les années 2001 à 2003, oui, c'est ça, dans les bras, forcément, il fallait bien qu'ils trouvent... De Xi Jinping oui, à l'époque, je crois qu'il n'était pas encore là. Mais enfin, ça n'a aucune importance. De la Chine, on va dire. Oui. Hein, parce qu'il lui fallait s'appuyer sur celui qui était derrière lui, parce qu'il était isolé de nous. Oui. Et ça, c'est une faute totale, car il n'y a aucune faille, j'allais dire idéologique maintenant, entre la Chine, la Russie nouvelle depuis un moment quand même, et les pays d'Occident. On n'a pas des partis communistes au pouvoir qui veulent transformer le monde en monde communiste. Ce n'est pas vrai. Et géopolitiquement, on ne voit même pas où est le problème. Donc, géopolitiquement, au sens du risque, je ne sais pas, de risque de perte de territoire, etc. Quant à l'Ukraine, elle a été dans le panier des indépendances soviétiques en 91, avec le Kazakhstan, avec le Bélarus, l'Ouzbékistan, la Biélorussie, les pays baltes. Avec, dans son panier, en effet, à cause de décisions administratives de Khrouchtchev et de Staline avant, le Donbass, qui était russe, mais de russe, s'appelait Novoroussia quand même, cette province, et la Crimée. Oui, bien sûr. Bon, mais ça, c'était administratif. Et ça a été le siège de la révolution industrielle russe, en plus. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y avait il y avait si on veut aller plus loin, et le Donbass. Et comme l'a dit très bien Poutine il y a longtemps, mais enfin, on est les mêmes que les Ukrainiens. Kiev, c'est quand même la source de la Russie. La Rousse de Kiev. Et le surtout, monastère de Saint-Serge de Zagorsk, qui est près de Kiev. Le roi Vladimir qui s'est converti et qui a converti donc à l'orthodoxie grecque. Donc c'est une guerre civile, paradoxalement. C'est une guerre civile. Donc on est devant une incompréhension totale de la part de tous les dirigeants occidentaux actuels, mais cette haine de la Russie... Alors, Poutine est autoritaire. Je voudrais qu'on m'explique ce qu'est Macron. Comment peut-il se permettre... Alors, je fais une parenthèse sur Macron, parce que c'est quand même quelque chose qui nous est propre, si j'ose dire. Oui. Oui. Mais qui est quand même extraordinaire. Comment ce petit homme, qui est arrivé là, peut-il être un dictateur et un tyran intérieur? Je ne veux pas rappeler le Covid, je ne veux pas rappeler tout ça, parce que sinon on y passe la journée. Mais enfin, on a tous les éléments pour monter un procès en viol de la Constitution. Un Parlement qui n'existe pas, à partir du moment où il commence à exister, on cherche à créer des commissions parallèles, Conseil national de la refondation, etc. Puis l'état d'urgence qui n'est pas constitutionnel. Comment? Mais il est autoritaire, il décide tout seul. Peut traiter un autre chef d'État d'autoritaire, parce que chez lui, et qui ne se cache pas, c'est comme ça qu'on gouverne la Russie depuis des centaines d'années. Et d'un. Deuxièmement, comment se permet-il, dans une discussion diplomatique de haut niveau, de tutoyer son partenaire? Mais c'est une honte. Nous sommes dans la pire des hontes.
Et la France est Ne bouge pas. en état Et on entend- d'encéphalogramme plat. Et on n'entend même pas l'opposition Non, sur non, ces non, sujets. même pas On l'opposition. l'entend pas. Aucune opposition. OK. Alors, Donc voilà. Alors, pour revenir au Deep State, oui. il y a évidemment un phénomène. Alors, en dehors des industriels qui veulent fabriquer des armes, voilà, ok, très bien. Mais enfin, bon, elles peuvent avoir des copains qui votent des budgets, et les armes, on les fabrique quand même. Bon, ils ne feront pas croire que c'est la géopolitique qui joue, c'est le budget qui joue. Bon, voilà. Puis, évidemment, c'est mieux quand il y a une guerre, si on peut avoir plus d'armes. Bon. Mais enfin, c'est pas ça qui rend cette haine et cette personnalisation de Poutine. Savez-vous qu'hier ou avant-hier, Bolton, qui est aussi un néo-conservateur, qui a été d'ailleurs dans le Conseil national de sécurité des États-Unis de Trump, mais que Trump est obligé de mettre dehors, mais qui est un faux furieux, a dit président Poutine a réuni toutes les conditions pour que son assassinat, le mot est assassination, son assassinat soit légitime. Et c'est terrifiant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une haine que je ne comprends même pas idéologiquement. Et c'est là que c'est surprenant. Voilà. Alors, Georges Clément, nous arrivons à la fin de cet entretien. J'aimerais qu'on termine sur la situation de l'économie américaine. Parce qu'on nous dit, certaines sources me disent que ça va beaucoup mieux. D'autres me disent que le chômage reprend, la dette est colossale. Bon, vous avez vu que Ben Bernanke vient d'avoir le prix Nobel de l'économie. Oui, il était patron de la Fed, c'est lui qui avait... spécialiste... Là, écoutez, le prix Nobel s'est déshonoré depuis longtemps. C'est comme la littérature. Donc, c'est pas la peine de continuer avec Alors, le prix Nobel. l'économie américaine. Non, écoutez, l'économie américaine, c'est elle qui est à la source par les décisions monétaires de la Fed depuis 2008, de l'effondrement et de l'inflation surtout. Bien sûr, bon. Bien sûr. Donc là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Ça ne marche pas bien. Mais enfin, l'économie américaine est dans une situation, il faut le suivre. Le CPI, alors, bon, enfin, les emplois sont à la baisse. On a eu une chute des demandes d'emploi. Là c'est toutes les 3 semaines qu'on a ça. On a un problème énergétique colossal. Oui, mais enfin, ils vendent du gaz de schiste 4 fois plus cher d'ailleurs à l'Europe. Mais c'est marginal. Le dollar devient une monnaie d'échange pour les hydrocarbures, ce qu'il était. Mais il était déjà. Le pétrodollar, c'est pas... mais il n'y a plus d'euros maintenant. C'est fini. Non. On n'achète plus les non, hydrocarbures mais il y a le rouble en euros. et le yuan. Voilà, en yuan ou même en rouble. Mais oui. Bon. Non, c'est pour ça que je dis que là, je ne marche pas. Ouais. Parce que, et d'ailleurs, c'est ce que disent les spécialistes de bourse qui ont les yeux un peu ouverts. Ils sont voilà. Attention, le dollar monte, mais ça ne veut rien dire. Enfin, ça n'a pas un sens économique. Non, mais est-ce que ça n'a jamais eu un sens économique non, depuis mais ça 71 pouvait un sens de prospérité tout au moins. Oui, mais c'est pas la même chose. 71, c'est plus le cas. Alors, le chômage s'est pas amélioré, la dette, vous venez d'en parler, ils ont passé les 30 trillions. 30. Ouais. Et la dette privée est en train de s'accroître puisque les Américains, pour affronter l'inflation, prennent, ont vidé leurs épargnes, mais maintenant ils utilisent la carte de crédit. Donc, ils sont en train d'augmenter leur crédit. Ils font chauffer la carte. Oui, parce qu'ils ont les vraies cartes de crédit, nous n'avons pas. Enfin, on a des fois. Et autre chose, l'affaire de l'annulation de la dette étudiante est une catastrophe pour l'ensemble des responsables économiques, quels qu'ils soient, les banquiers, les banquiers bien sûr, parce que personne ne va leur rembourser. Elle est colossale, je n'ai pas le chiffre en tête maintenant, mais c'est des centaines de milliards. Hein. Oui, on avait même comparé la dette étudiante justement aux dettes de 2008 des immobilières. C'était à peu près comparable. Des fameux subprimes. Oui, subprimes. Donc, voilà une société endettée, une société dont les réglementations écologistes briment l'agriculture et lui posent des problèmes graves, qui, en plus, a quand même eu des problèmes, alors ça c'est objectif, des problèmes de sécheresse qui, pour l'agriculture, a posé des problèmes, à la fois en Californie, mais également... Et dans le Middle West. Dans le Middle West, c'est ce que je voulais vous dire. L'économie américaine, et qui en plus a un problème d'immigration qu'il faut qu'elle supporte, au sens propre, soutenir, je veux dire.
l'économie américaine est en voie d'effondrement, disent les spécialistes de la bourse. Alors, que ce soit Celente, que ce soit... Oui. Enfin, il y en a plusieurs, il n'y a qu'à les lire. De qui parlent les gens qui disent que ça va mieux? Alors, Bloomberg dit que ça ne va pas bien non plus. Non, mais Bloomberg le dit, oui, j'allais vous le dire, Bloomberg ne dit pas que ça va bien. Non. Alors, en effet, les autres, c'est quoi? Ancien candidat à la primaire. Ancien maire de New York, très bien. Mais donc pour vous, l'économie américaine... Non, pas mieux que les autres, tout l'Occident, attention, tout l'Occident. Ouais. Eh bien... Georges Clément, ça pourrait être une conclusion, évidemment. Oui, ça peut. Oui. Alors, je vous remercie infiniment pour ces éclairages. Ça ne nous rend pas très optimistes. Ah, mais attention, il ne faut pas être optimiste, sinon on est perdu. C'est là qu'on commence à être perdu. Ah oui, complètement. On doit être pessimiste dans les circonstances. Oui. Mais de toute façon, être optimiste... c'est comme un Romain qui voit sa villa prise par les Visigoths et qui est optimiste, et son optimisme doit être daté de 1500 ans plus tard. Ah oui. Voilà. Alors là, vu comme là, on peut toujours être optimiste. Oui. Mais c'est pas sérieux de nos jours. C'est pas sérieux. Parce qu'il y a aussi l'invasion que nous subissons et que subissent les États-Unis aussi. Et cette invasion amène, pour des raisons de dosage politique, à des postes colossaux et importants des êtres qui n'ont aucune compétence, mais aucune. Aucune. Et qui viennent d'horizons où ces compétences n'ont jamais été développées. Comment voulez-vous qu'on gère je sais pas, moi, un pays financier comme la Grande-Bretagne... Ah, vous pensez au ministre de l'école des finances anglais. Bien entendu que j'y pense, bien sûr. La livre s'est effondrée comme elle ne l'avait pas fait depuis que Soros l'avait attaqué en 1980. Oui, exactement. Bon, alors, en quelques semaines, parce que c'est n'importe quoi, non, c'est pas nos peuples, je parle européens, et occidentaux au large, parce que les Américains sont des Européens d'origine. Bon. Donc ils réagissent comme nous, etc. Et ont perdu le sens. Oui. Perdu le sens. Oui. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc être optimiste là-dessus, non, c'est pas sérieux. Vous avez évoqué la prise de Rome par les barbares. Oui. Nous sommes dans le contexte de la décadence de l'Empire. Je recommande de lire à nos téléspectateurs. Relisez le livre de Gibbon. Ah, exactement. Exactement. Auteur du XVIIIe siècle. Oui, la du chute de Rome. Oui. Vous allez être impressionné. Par exemple, on voit la plèbe romaine refuser de travailler, accepter le pain et les jeux. Oui, ça c'était déjà depuis un moment. Et on fait appel, évidemment, aux esclaves barbares. Oui. On les ubérise. Oui, non, mais si j'ai fait un anachronisme. Non, mais même, on a plein d'éléments. Quand, dans des régions du nord de l'Italie, il explique, n'avait pas vu un soldat, depuis 5 siècles. Oui. Parce qu'on parle de paix, mais eux, ils en ont connu. Oui. Et que, évidemment, arrivés du nord, légaux, etc., on a voulu distribuer des armes et des cuirasses pour défendre la ville, et qu'un matin... tous les habitants ont déposé toutes les armes en disant c'est trop lourd. Oui, on ne peut pas. Oui. Voilà, il le décrit bien, c'est une évidence. Par contre, je rappelle que, si, il faut être honnête, Gibbon était l'homme de son siècle, du XVIIIe, et qu'il n'avait pas encore compris la thermodynamique, par exemple, et qu'il s'épatait ou s'étonnait de voir l'absence de cheminée dans des villas romaines. En disant que comment faisaient-ils, ils n'étaient pas chauffés. Oh, bien sûr, ils ne connaissaient pas les hypocausts, ils ne connaissaient pas le chauffage central. Absolument, les hypocausts. Et ça, c'est important parce que ça montre à quel point la perte des connaissances a été colossale. Oui. Bon, hypocauste, qui est un mot grec et pas romain, qui veut dire bien sûr, je chauffe par en dessous. Oui, c'est ça. Oui. Absolument. Eh bien, merci Jean-Clément. Et à très bientôt, chers téléspectateurs.